Lalande a défini l'art, quand André Lalande a défini l'art, il dit l'art, c'est toute production de beauté par les œuvres d'un être conscient. André Lalande. Il dit l'art, c'est toute production de beauté par les œuvres d'un être conscient. Alors, seulement avec cette définition, on va dire ce que fait l'intelligence artificielle n'est pas de l'art. Parce qu'il y a la conscience. On dit toute production de beauté par les œuvres d'un être conscient. Alors, si l'art suppose la conscience et que l'intelligence artificielle, ce n'est pas, il n'y a aucune conscience dans l'intelligence artificielle, alors on va dire que ce que fait l'intelligence artificielle, aussi belle soit-elle, n'est pas encore de l'art, mais on va dire que c'est de l'industrie. Et là, il y a un excellent texte de Alain qui montre la différence entre l'artiste et l'artisan. Ce que fait l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'art, mais c'est de l'industrie, parce que vous pouvez avoir 1000 exemples. À partir d'un seul modèle, la machine peut produire 1000 exemples. C'est pourquoi Alain dit, même ce que fait l'artisan, ce n'est pas de l'art, mais c'est de la technique, c'est de l'industrie, parce que ce que l'artisan fait, on peut le reproduire à 1000 exemples. À 1000 exemples. Or, l'œuvre d'art est originale. Et ça également, on va penser à Emmanuel Kant, qui dit que pour produire une œuvre, il faut le génie. Et le génie, c'est donc ce talent-là qu'a l'artiste à produire, à créer. C'est une inspiration. Cette disposition naturelle, n'est-ce pas, qu'a l'homme à produire. Alors, avec la définition de André Lalande, on dira que ce que fait l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'art, mais également avec Alain, dans son texte, donc dans le texte où il montre la différence entre l'artiste et l'artisan, Alain également dira que ce que fait l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'art, parce que Alain dit, l'artiste, ce qu'il fait, il le vient au fur et à mesure. Il le découvre au fur et à mesure, mais il n'a pas un plan défini à l'avance. Or, l'intelligence artificielle, c'est une programmation. On programme les éléments et on sait même que c'est ce résultat-là auquel on doit s'attendre. Or, l'artiste, il a un génie, il a un talent, il a une inspiration, et au-delà, il y a la conscience. Et de là, donc, si on répond avec Alain, on verra que donc, ce que fait l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'art, mais on va appeler ça de l'industrie, de l'artisanat, n'est-ce pas, ou autre. Alors, il y a une autre question, la présence de l'eudaimonia et le concept de nous peuvent-ils montrer que la vérité existe? Qui a posé cette question encore? Eudaimonia. Vous êtes élève ou étudiant? Hein? Étudiant et élève. Hein? Vous êtes élève? Élève. Ici. C'est qui votre professeur? Hein? Il me semble que vous êtes au département de philo. Non, non. Alors, est-ce que vous avez trouvé les mots de eudaimonia? Hein? Hein? Alors, les autres là, est-ce que vous avez compris c'est quoi eudaimonia? Hein? Maintenant, on va lui demander eudaimonia. Suivez ici. Les élèves n'ont pas compris c'est quoi eudaimonia. Maintenant, eudaimonia renvoie à quoi? J'ai pas bien entendu. La vie accomplie. Oui. Oui, la vie accomplie. Ça, vous me rappelez notre cours de licence 2 avec M. Malik Diagne, le chef de département de philosophie. Donc, l'eudaimonia, c'est vraiment le bonheur, quoi. C'est le bonheur, c'est la vie heureuse. N'est-ce pas? La vie heureuse, comme il l'a dit, c'est la vie accomplie, la vie réussie. C'est ça qu'on appelle l'eudaimonia. Le bonheur, la vertu. N'est-ce pas? La vertu. Retrouver donc la vertu. Être donc dans un état de réalisation
n'est-ce pas, de pleine réalisation, et donc dans un état de bonheur. Alors, concept de nous, le nous, c'est l'intelligence. Alors, le nous renvoie à l'intelligence, le démonia donc renvoie à la vertu, au bonheur, à la vie réussie, donc à la vie accomplie. Maintenant, il dit, le démonia et le concept de nous peuvent-ils montrer que la vérité existe? Alors, vous savez, ici, il y a un problème parce que quand on recherche le bonheur, on ne peut ne pas chercher la vérité. Et c'est ça d'ailleurs le problème des sceptiques. Le scepticisme. On vous a parlé des sceptiques. Alors, on a dit que les sceptiques, ils doutent. Non pas pour trouver la vérité, mais pour trouver le plaisir, le bonheur. Ils doutent pour être heureux, pour avoir la quiétude, la tranquillité de l'âme. Et quand on doute pour la tranquillité de l'âme, on ne doute pas pour la vérité, on doute de façon permanente. On suspend notre jugement. Donc, on peut rechercher le bonheur et ne pas avoir le vrai. Bonheur et vérité peuvent ne pas donc arriver au même moment. Mais quand même, chez Socrate, les Socrates et les Platons là, ce qui est bien, est bon, est juste, est vrai. Donc, si on part de Socrate ou de Platon, le démonia prouve effectivement que la vérité existe. Parce que ce qui nous donne du bonheur, c'est également ce qui doit être vrai. Le beau, d'ailleurs Platon dira que le beau c'est le vrai, le bien c'est le vrai, le juste c'est le vrai. C'est pourquoi même il va critiquer les poètes, parce qu'il dit que les poètes nous éloignent de la cité. C'est pourquoi il dit que l'imitation de l'artiste est donc doublement mensonger, parce que l'artiste imite le lit du menuisier et le menuisier imite le lit de Dieu. Alors là, il n'y a pas de vérité. Chez lui, tout se confond, vérité, bien et autres. Alors là, si on parle de Platon et de Socrate, quand on est heureux également, on est heureux dans la vérité. Alors, le nous également, l'intelligence, ici, oui. Avec l'intelligence, on peut dire également la vérité existe. Avec l'intelligence. Parce que ce qui permet à l'être humain d'accéder à la vérité, c'est effectivement l'intelligence. Mais quand, pour que l'intelligence nous permette d'accéder à la vérité, il faut qu'il y ait la justice intérieure. Et cette justice-là, c'est quand l'intelligence gouverne les passions par le biais du courage. On ne doit pas se laisser être gouverné par les passions, par les plaisirs, comme les stoïciens. Non, pas comme les stoïciens, comme les épicuriens. Parce que les épicuriens, leur bonheur, leur eudaimonia, c'est donc le plaisir. Il dit que pour être heureux, il faut donc, comment dire encore, accomplir les plaisirs qui sont naturels et nécessaires. Donc la recherche du plaisir est la condition du bonheur, est la condition donc de la vertu de l'eudaimonia. Et donc, ici, on verra que donc, le nous n'est pas forcément rechercher les plaisirs, mais le nous, c'est rechercher la vérité. Et ici, avec le nous, on peut bien dire que la vérité existe. Même avec le démonia, si on part de Socrate et si on part de Platon, mais quand même, si l'on part des écoles philosophiques comme le stoïcisme ou l'épicurisme ou autre, là, on va dire que le bonheur peut ne pas correspondre à la vérité. Donc, vous avez posé une question très technique, et c'est pourquoi je vous dis que ça, ce n'est pas une question d'un élève. Même la question, l'autre question, est-ce que vous êtes élève? Oui. Oui. Je crois que vous êtes un étudiant. Alors, ça, c'est des questions d'étudiants, mais quand même, en tout cas, ce sujet-là, il faut prendre le sujet. Peut-on dire qu'une intelligence artificielle qui crée des œuvres fait vraiment de l'art? Ça, j'ai dit, c'est un très bon sujet de philosophie pour le bac. Un très bon sujet de philosophie pour le bac. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je n'est-elle pas une caractéristique fondamentale de toute volonté humaine? Bon, je crois que la question n'est pas bien posée. Hein? Vous dites, la liberté n'est-elle pas une caractéristique fondamentale de toute volonté humaine? Caractéristique fondamentale de tout homme, de tout humain,
mais de toute volonté humaine. Bon, je comprends je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais je pense également que la question n'est pas bien formulée. Et c'est la question de qui? C'est la question de qui? Quelle est votre préoccupation? Quelle est votre préoccupation? La liberté n'est-elle pas une caractéristique fondamentale de toute volonté humaine? Hein? Parce que la liberté est une caractéristique de l'homme. Parce qu'on dit que l'homme est le seul être qui est libre. Parce qu'il a ce qu'on appelle le libre arbitre. Maintenant, quand vous dites caractéristique fondamentale de toute volonté humaine, ça pose problème. On peut définir la liberté comme la volonté, comme l'exercice de la volonté. C'est quand l'on n'est pas déterminé, c'est quand il n'y a pas d'inclination sensible, c'est quand l'on n'agit pas par des causes ou par des mobiles extérieurs, mais quand l'on agit seulement de par notre volonté. En cela, on peut dire que la liberté, c'est l'exercice de la volonté. C'est pourquoi Kant dit « aie le courage de te servir de ton propre entendement » pour signifier la devise de la liberté. Donc la liberté, c'est l'autonomie. Et être autonome, c'est exercer donc sa volonté, c'est de ne pas être commandé de l'extérieur. Mais on peut dire également que la liberté est une qualité humaine, une caractéristique de l'homme, parce que l'animal n'est pas libre. L'animal est déterminé par ses instincts. C'est seul l'homme qui peut exercer donc une liberté. Alors, le travail est-il spécifique? Bon, je ne vais pas lire ce que vous avez écrit. Le travail est-il spécifique à l'homme? C'est ce que je vais lire. Vous avez compris. Mais ce que vous avez écrit là, je ne peux pas lire ça. Attends. Bon, quand je lis ça, il y aura un problème. Donc, il faudra dire, le travail est-il une spécificité humaine? Bon, il y a... Alors, le travail est-il une spécificité humaine? Bon, elle a ajouté seulement le si, spécifie, et elle a ajouté le si. Alors, là également, je vous avais dit que le domaine 2 fait également une différence entre l'homme et l'animal. C'est vous qui avez posé la question. Alors, suivez ici. Alors, le domaine 2 fait également une distinction entre l'homme et l'animal. Le domaine 2 donc fait également une différence entre l'homme et l'animal. Et le travail est-il une spécificité humaine? Quand on définit le travail comme étant une activité de transformation de la nature par l'homme en vue de créer ses propres conditions d'existence. Pour Emmanuel Kant, le travail est une activité humaine. Il n'y a que l'homme qui est apte à travailler. Et ça, il développe cette idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Kant dit, si l'homme a la main, c'est parce qu'il est un être intelligent. Et de là, c'est parce que l'homme peut lui-même organiser donc sa vie, produire et créer des outils pour mettre en place des conditions de survie. Mais l'auteur qui illustre le plus l'idée que le travail est spécifique à l'homme, c'est Karl Marx. Alors, je ne pourrais pas ne pas parler de Karl Marx. Merci pour m'avoir donné cette occasion-là. Parce que moi, je suis un marxiste. Alors, partout où je passe, il faut que je parle de Marx. Quand même. Marx dit, ce que fait l'abeille, ce n'est pas du travail. Il dit, si vous prenez l'abeille la plus experte, madame abeille bi gëna extraordinaire, hein, vous le comparez au plus mauvais architecte. L'architecte, c'est l'homme. L'abeille la plus experte, abeille bi gëna graaw, bu gëna mëna défar ruche yu extraordinaire. Il dit, si vous prenez cette abeille-là, vous le comparez au plus mauvais architecte, il dit que ce que fera le plus mauvais architecte sera plus ingénieux, sera plus magnifique que ce que va faire donc l'abeille. Parce qu'il dit que le travail suppose la conscience. Il dit que l'architecte,
il a le plan, n'est-ce pas? Il a l'idée de ce qu'il doit faire avant donc de l'exécuter. Or, l'abeille, l'animal est mû par son instinct. C'est pourquoi on dit que le travail est spécifiquement humain. Le travail est le propre de l'homme parce que par le travail, l'homme non seulement crée ses conditions d'existence matérielle, mais par le travail, l'homme réalise son humanité. L'homme se forme et forme le monde parce que comme le dit Emmanuel Mounier, tout travail à faire un homme en même temps qu'une œuvre. L'homme en travaillant, il produit un objet, un outil pour sa survie, mais en travaillant également, il développe les compétences et les potentialités qui sommeillent en lui. Autrement dit, en travaillant, il se forme. Il se forme. C'est pourquoi maintenant, c'est ce que disait d'ailleurs même Georges Bataille. Il dit que donc, par le travail, l'homme va transformer son environnement, mais également l'homme va s'éduquer. Donc, le travail est le propre de l'homme, même si, par ailleurs, on va dire que il y a des animaux qui travaillent. On va parler de l'abeille, n'est-ce pas? On va parler de la fourmi, on va parler de la castor, mais Max dit, ça, ce n'est pas du travail. Le travail est humain et le travail est le propre de l'homme. Alors, je prends peut-être cette dernière question. Je prends cette question et après, je vais vous donner quelques conseils pour le bac. Et peut-être si l'occasion se présente, si on aura le temps de revenir. Alors, vous dites, l'art est-il une activité de génie? Ah, d'accord. Ou fils du labeur. C'est la question de qui? Donc, vous avez fini le cours sur art. Hein? Avec qui? Je fais. Alors, l'art est-il une activité de génie au fils du labeur? Ça me rappelle notre bac, notre bac 2016. On nous avait dit, peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? Ça, c'était le bac 2016. Le bac 2016, on avait dit, peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? Alors, je vais expliquer ça. Après, vous allez voir, vous allez vous-même répondre à la question, peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? L'art est-il une activité de génie? Oui. L'art est donc le fruit d'un génie. Et ici, le génie, c'est donc le talent. C'est donc la disposition naturelle qui permet à l'artiste donc de produire. Le génie ici, c'est un don. Et ce don-là, c'est un don de la nature, nous dit Emmanuel Kant. Pour Kant, l'art est une activité de génie. La création artistique prend sa source à partir du génie de l'artiste. L'artiste, il a une inspiration, il a donc un talent qui lui permet donc de produire des œuvres. Il n'a pas besoin d'apprendre. Il n'entre pas dans une école pour être un génie, n'est-ce pas? Le génie-là, ce talent-là, ne naît pas d'un travail chez Kant. Ce n'est pas après un long travail que l'on devient, que l'on se force maintenant un génie. Mais Kant dit, le génie c'est un talent, c'est un don, c'est inné. Et d'ailleurs même, mais Platon dira que le génie est une inspiration divine. N'est-ce pas? C'est une inspiration divine. Il y a un Dieu, il y a un souffle divin qui parle maintenant à l'artiste et qui lui permet donc de produire ses œuvres. Cette idée de Kant, idée pour laquelle l'art est une activité de génie, sera remise en cause par Nietzsche. Donc Nietzsche dit, le génie, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient naturellement, un don, non. Mais il parle de labeur. Labeur ici, c'est travail. Et il dit même dur labeur. Il ne dit pas seulement labeur, mais il dit dur labeur. C'est après exercice répété. C'est après travail, c'est après exercice, c'est après avoir répété la chose plusieurs fois que l'on acquiert maintenant le génie. Le génie, pour Kant, c'est un talent naturel, un talent inné, un don. Mais pour Nietzsche, le génie s'apprend. Chez Kant, le génie, c'est l'originalité. Mais chez Nietzsche, le génie s'apprend. On ne devient pas génie naturellement, mais on devient génie par un travail et par un long travail. C'est pourquoi Nietzsche a critiqué tous ceux qui pensent que
l'art est une affaire de génie et ce génie-là viendrait de la nature. Donc chez Nietzsche, le génie naît d'un travail, naît donc d'un dur labeur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous me saluez, Moussa Fayan. Donc, moi, ça nous le mieux. Alors, bon, je crois que c'est bon, hein? Bon, vous savez, on ne peut pas tout dire. D'ailleurs, on ne peut pas tout faire. Mais je crois que l'essentiel a été fait. Parce qu'au moins, il y a des questions qui ont été posées et il y a eu des réponses. Alors, je vous donne seulement quelques conseils.